Top down, music on, underneath the big blue sky. Hey, hey. Dans le cadre des élections ordinales 2019, nous sommes allés à la rencontre de certains candidats pour connaître leur opinion en matière de transformation numérique des avocats. Ce que l'on va faire à l'ordre, c'est justement essayer d'aider les confrères qui sont anciens ou ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un rapport avec le numérique qui est essentiel, mais qui ne dépend pas de moyens qui sont relativement importants, comme le peuvent avoir certains cabinets qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Nous, si nous sommes élus, comme je l'espère, à l'ordre, nous souhaitons mettre les moyens nécessaires pour que chaque avocat dispose des outils numériques, parce que le pire qui pourrait arriver dans les prochaines années, c'est cette fracture numérique. C'est un risque bien réel. Il faut que l'ordre favorise une égalité d'accès de tous les avocats. On est 30 000, on n'est pas tous dans les mêmes situations économiques. Et je pense que l'ordre doit veiller à ce qu'on soit tous, dans la matière de la fracture numérique, sur un pied d'égalité. Le numérique, c'est un outil formidable pour les avocats. Ça permet de travailler à distance, ça permet d'être beaucoup plus flexible. Mais il est évident qu'il faut que tous les avocats puissent y avoir accès, et ça, c'est clairement le rôle de l'ordre. Si nous sommes élus, nous défendrons l'idée que l'Ordre des avocats de Paris propose un panel d'outils numériques intégrés à coût maîtrisé, site internet dynamique, lien avec les réseaux sociaux, applications mobiles, prise de rendez-vous, espace client, signature électronique, des conventions d'honoraires et des contrats paiement en ligne en une fois ou échelonnés. Si je suis élu, j'aiderai au développement de partenariats avec des éditeurs de solutions informatiques et je plaiderai pour une formation des avocats dans le numérique. En fait, la vraie fracture numérique, elle n'est pas entre les confrères et les confrères, elle est à mon sens entre les juridictions, en tout cas au pénal, et les confrères. Le meilleur exemple, c'est que je pense qu'à peu près tous les avocats de la planète, en tout cas à Paris ou au barreau de Paris, ont un mail. Et bien pourtant, on est quand même tenu de discuter avec les juridictions par fax. Nous ne pouvions pas faire cette série d'interviews des candidats sans interroger maître Nathalie Attias, qui est déjà membre du Conseil de l'Ordre, mais qui est également représentant de l'incubateur du barreau de Paris. Qui de mieux pour nous parler de la transition numérique des avocats? En tant qu'élu du Conseil de l'Ordre de Paris et donc responsable de l'incubateur du barreau de Paris maintenant depuis 2 ans, j'ai eu à cœur de sensibiliser les avocats sur l'imminence qu'il y avait à ce qu'ils s'emparent de l'outil numérique. Parler de Legal Tech me paraît très contre-productif parce que la plupart des avocats qui ont vraiment la tête dans le guidon s'imaginent que créer une Legal Tech, c'est-à-dire une start-up, est quelque chose d'absolument insurmontable. Or, leur dire il suffit que vous vous empariez de l'outil numérique pour éviter de vous retrouver en situation de fracture par rapport, ne serait-ce que par rapport à vos clients, puisque les clients eux-mêmes ont opéré leur transformation numérique, eh bien, c'est le travail de sensibilisation que je mène pour que les avocats comprennent l'urgence qu'ils ont de s'emparer de cet outil. En ce qui me concerne, c'est vrai que je travaille beaucoup avec mon iPhone, un iPad, en audience, je prends toujours mon ordinateur, donc ça veut dire un cloud. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est protégé ou pas, mais c'est vrai que si le barreau de Paris offrait, alors il y a par RPVA un cloud, mais personne ne s'en sert. À titre personnel, si nous utilisons les outils numériques en termes de marketing, nous n'avons pas encore développé de réelle digitalisation de notre activité. Nous utilisons certaines applications, mais elles restent d'un emploi limité. À ce stade, nous recherchons des outils interopérables, efficaces et offrant certaines garanties. Alors à titre personnel, je me suis rendu compte que récemment de l'importance de l'intelligence artificielle dans le métier d'avocat. Par exemple, pour les opérations de due diligence, je pense que nous allons rapidement nous servir de processus automatisés. Il en sera de même en matière de discovery. Cela va permettre aux avocats de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée et de ne plus avoir à subir des tâches redondantes. C'est difficile de digitaliser une relation personnelle. La plupart de mon activité consiste justement à avoir une relation avec l'humain. Maintenant, s'il s'agit de garder en stock
des documents. Oui, cela se fait déjà et il n'y a aucun problème pour cela. Caroline, au-delà de la transformation du processus de travail au sein du cabinet Vallini Avocat, effectivement, j'ai voulu réentreprendre en créant une start-up dans la blockchain qui s'appelle Hippocampe, qui propose de protéger les œuvres de l'esprit à travers un dépôt en blockchain. Je pense que c'est essentiel pour les avocats d'avoir une très belle communication. Il n'est pas simple de maîtriser tous les outils du référencement pour développer son site internet. On utilise un logiciel qui s'adapte beaucoup pour les Mac, ce qui est aussi une difficulté quand on travaille sur Mac pour les avocats. Après, il faut que les avocats utilisent au maximum, ne serait-ce que la modélisation des actes très répétitifs que nous faisons et que nous ne pouvons plus facturer à nos clients de toute façon en fonction du temps passé. Si on gagne, comme disait Michel Serres, 3 heures de temps pour regarder la télévision et être plus bête, je ne pense pas que ça soit un progrès. Ce sera une régression si la machine nous remplace. L'intelligence artificielle, il y aura un déterminisme qui fera qu'il n'y aura plus le jugement avec l'équité. La justice prédictive, c'est l'intelligence artificielle poussée à son extrême et c'est un danger colossal pour les avocats évidemment, qui n'auront plus la possibilité d'empêcher un rouage. Déjà que la justice est une machine à broyer, alors avec l'intelligence artificielle, là c'est la dictature du numérique. À aucun moment il n'a été question de robotiser la décision elle-même, ce qui est un fantasme. Par exemple, la justice prédictive est une mauvaise appellation, puisqu'en fait c'est une justice rétroprospective, puisqu'en réalité on est en train de travailler sur le passé et une analyse très puissante, notamment avec les questions d'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut arrêter ce type de fantasme, puisque tout ce qui est au service du droit et de la justice et du caractère opérationnel de la règle de droit n'est qu'un progrès pour tous les justiciables. Je n'y crois pas du tout. J'avoue aux robots qui rendent la justice. Alors peut-être que je suis dans un déni total, donc je manque d'imagination. En tout cas, l'intelligence artificielle, la justice prédictive, j'y crois. Je pense que l'avocat va pouvoir se recentrer sur sa valeur ajoutée. J'y crois pas non plus, ce d'autant que j'ai une activité en droit du travail qu'une activité en droit pénal. L'essentiel de notre relation, elle est humaine. Et la décision à travers l'intelligence artificielle ne pourra pas jamais faire abstraction, selon moi, de la relation, de la qualité de la relation entre le client et son avocat. L'humain reste prioritaire, donc je ne suis pas très inquiet pour le moment. Le pire des scénarios serait, sous prétexte d'une généralisation de l'accès au droit et à la justice, masquant en réalité une baisse drastique du budget de la justice en France, que l'on favorise la rédaction des contrats par des applications privées IA, la médiation IA, et puis le contentieux judiciaire traité par IA. Il ne pourrait y avoir de revirement de jurisprudence avec l'IA, mais des décisions moutonnières. Autant l'intelligence artificielle et les processus automatisés peuvent aider les avocats à préparer des dossiers contentieux, mais une justice qui serait rendue par des robots ou par des systèmes d'intelligence artificielle me paraît absolument terrible. La justice est une rencontre humaine, et notamment en matière pénale. On est des avocats militants, donc on ne peut pas croire que la justice puisse être rendue par des algorithmes ou par des robots, et on est convaincu de l'intérêt de la défense, de la stratégie, de la plaidoirie. L'oralité des débats, pour nous, c'est essentiel. On défend une personne et pas simplement un dossier. Les outils d'intelligence artificielle pour la justice prédictive, très bien, tant mieux. L'expérience est une lanterne qui éclaire le passé. Et donc, ça ne permet pas les changements de jurisprudence. Je crois que c'est ça le rôle de l'avocat. Mais moi, je n'aime pas ce terme de prédictif, parce qu'il n'y a aucun moyen de prévoir et de prédire une décision de justice, parce que rien ne remplacera jamais l'humain. Que ce soit les avocats ou les juges, ils ne seront jamais remplacés par des robots. Alors certes, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de quantifier le risque judiciaire, et on va bien être obligé de les utiliser nous-mêmes. C'est fondamental parce que c'est dans l'intérêt de nos clients que de leur donner par tous les outils technologiques qui existent, toute la meilleure visibilité qui soit sur les chances qu'ils ont
de gagner ou de perdre un procès. Depuis quelques jours, j'ai une devise qui est « aller vers la lumière ». Ça m'est venu comme ça, au détour de cette campagne. Il faut une vraie force qui est intérieure et qui est menée par la joie. Le pire n'est jamais sûr. En fait, il faut oser. Voilà, c'est le seul maître mot, c'est l'audace et oser. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Rien n'est impossible. Je pense qu'il est extrêmement important de s'amuser au travail. C'est la force insurrectionnelle de l'imagination. Et moi, en tout cas, je dis souvent à mes clients, bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, on est deux, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je suis avec vous. Dans un restaurant qui s'appelle Mavromatis, et on va manger un très bon repas ensemble avec d'autres amis autour de nous qui nous ont accompagnés dans cette expérience. D'abord, j'irai manger une bonne pizza. Et ensuite, il y aura un week-end d'intégration qui sera organisé par le bâtonnier. La première chose qu'on va faire, on va le poster sur les réseaux sociaux. Je crois aussi embrasser tout mon cabinet qui nous a soutenus et qui m'a soutenu. Je fêterai celle-ci au champagne. Évidemment, je vais aller boire un verre avec des amis. Je vais dormir et retrouver mes petits bébés à la maison. Si je gagne les élections, j'inviterai toute mon équipe de campagne à dîner. Et si je la perds, je ferai la même chose.